Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Laspard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partir à la rencontre de Christophe Privat, horticulteur depuis 5 générations. Implanté à Bruges, au nord de Bordeaux, ce passionné perpétue le travail en famille, entouré de sa femme et de ses enfants. Il a repris l'entreprise familiale depuis plus de 30 ans avec sa sœur et il travaille sur une exploitation qui fait aujourd'hui 9 hectares et qui combine serre plastique, serre en verre et culture de plein champ hors sol. Il y produit plus d'une 50aine de variétés de fleurs. Mais derrière ces fleurs, il y a aussi un homme profondément engagé dans son métier qui défend fièrement son appartenance au monde agricole. Il se définit d'ailleurs lui-même comme éleveur de plantes. Dans cet épisode, Christophe nous partage son parcours, sa vision du végétal, les défis du changement climatique et les réalités économiques d'un secteur souvent méconnu. Il évoque aussi avec émotion la transmission de son exploitation à ses enfants, la 6e génération qui rejoint aujourd'hui l'aventure. Et c'est parti pour écouter Christophe et découvrir un métier exigeant mais ô combien important pour embellir notre quotidien. Allez, je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute! Bonjour Christophe. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir au cœur de votre exploitation. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Je suis Christophe Privat, je suis horticulteur sur la commune de Bruges, commune qui fait partie de Bordeaux Métropole, donc au nord de Bordeaux. On est en zone périurbaine, entre l'urbain et le début du rural. Voilà, exactement. Bon, et alors quel a été le déclic pour vous de devenir horticulteur ? Je suis tombé comme Obélix dans le chaudron, voilà, parce que il faut savoir que moi je suis la 5e génération dans la famille en tant qu'horticulteur. On a commencé dans la famille dans les années 1864-65. Et donc moi je suis de tout petit, je courais au milieu des fleurs, je regardais les abeilles, les fourmis, les pucerons, c'est quelque chose qui j'ai toujours vécu avec. Après avoir essayé de faire dans ma formation initiale d'autres choses, j'étais parti dans les secteurs de service. À un moment donné, je suis revenu. Après que mon père ait exprimé son départ à la retraite. Donc j'avais pas de formation, comme je vous ai dit, initiale sur l'agriculture. Il a fallu le faire rapidement pour avoir un minimum de diplôme. J'ai eu la chance de m'installer en plus avec une autre personne qui était d'autre que ma sœur. Famille. En famille. Société agricole. Attention, on fait bien partie du monde agricole, on ne fait pas partie du monde du commerce ou de l'industrie. Donc on est vraiment orienté agriculture. Vous m'avez dit que vous étiez éleveur de plantes. C'est comme ça que vous considérez ? Oui, c'est le monde agricole. De toute façon, on est éleveur de quelque chose, que ce soit de pain pour les sylviculteurs. D'autres vont faire du champignon, d'autres des huîtres. Moi, j'élève des plantes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre exploitation ? Mon grand-père s'est installé sur Bruges juste après la Première Guerre mondiale, dans les années 1919. Mon père s'est installé ici, a développé son activité, a monté des structures de serre. Par la suite, il avait 3 enfants, mon frère aîné, ma sœur et moi. Moi, je suis le petit dernier. Mon frère, lui, s'est aussi installé comme agriculteur, mais enfin comme horticulteur, mais il ne s'était pas associé. Donc au départ en retraite de mon père, on s'est associé avec ma sœur pour reprendre l'activité. On est sur un peu plus de 9 hectares. On a une activité sous serre d'un peu moins de 8000 m² de serre. Serre qui va se diviser en serre plastique, avec couverture plastique en polyéthylène, et une autre partie plus traditionnelle. Et après, on a une activité extérieure de plein champ hors sol. Parce que plein champ, traditionnellement, ça va être du blé, de la tomate, des choux, où les racines vont se développer dans la terre. Nous, non, ça va se développer dans un substrat, dans un terreau contenu dans un pot. Oui, j'ai vu, en fait, c'est plein champ, mais c'est plein de pots alignés dans les champs. Par exemple, là, c'était les chrysanthèmes en l'occurrence, mais quand vous vendez après le pot de chrysanthème, exactement, vous élevez la plante directement dans son pot. Voilà, donc là, ce que vous avez vu, c'était le chrysanthème parce qu'on est mi-juin.
On est en train de terminer les mises en place de ces cultures-là qui seront commercialisées chrysanthème pour la Toussaint, c'est-à-dire fin octobre. Ouais, incroyable que ça se prépare dès à présent. Je pensais pas. Oui, on n'est pas. C'est des cycles longs, hein. Ouais, pour beaucoup de personnes, on pense que le végétal, c'est instantané, quoi. On met un petit peu d'eau, puis poum, ça germe dans la nuit, et le lendemain, c'est bon à vendre. Non, on va dire 6 mois, c'est 1000 ans. Hein, voilà. On peut avoir des cultures plus courtes. Dans de la production de pensée, on fait un peu de production de pensée à l'automne, où on va avoir 1 mois et demi de culture, quoi. De culture à partir du jeune plant que l'on reçoit. On reçoit les jeunes plants en plaques et qu'on va mettre en pot à ce moment-là, quand on les reçoit. Et ensuite que vous élevez. Justement, j'imagine qu'il y a tout un travail génétique sur les plants, sur les plantes. Est-ce que tout ça c'est contrôlé ? Est-ce que n'importe qui peut produire n'importe quelle fleur ? Non, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui et non. Bien sûr, vous avez des produits qui sont que l'on peut multiplier en toute liberté. Hein. Ce sont généralement des plantes, on va dire, très anciennes. Pour répondre à une certaine mode, on va avoir de la création de nouvelles variétés. Les œillets, ça fait longtemps que ça existe, mais tel œillet avec un fond rose, avec des pétales jaunes. Il y a des personnes dans le monde et en France qui sont là et dont leur job, c'est de chercher, de créer de nouvelles variétés. En fonction du goût du consommateur. Oui, mais si c'est pas aussi simple. Le goût du consommateur, on essaye, mais on travaille avec le végétal. Et le végétal, on fait pas ce qu'on veut. On va jouer sur l'hybridation en disant, on va prendre un paire, je sais pas moi, par exemple, d'une tomate X avec une mère Y, et puis on va féconder et on aura de toute façon une nouvelle variété. Et c'est là où c'est intéressant, le monde végétal, parce que là, en faisant ça, on va avoir une nouvelle variété, mais on peut aussi multiplier les plants en gardant les caractéristiques de la variété. Là, on va partir sur de la multiplication. Alors, techniquement, c'est végétative. On prend une branche de la variété ou de la plante que l'on veut, qu'on plante dans la terre, et elle va raciner. Et là, on va garder les caractéristiques de la plante dont est issue la branche. Quand on va faire de la multiplication par des graines, là, c'est comme nous, hein, c'est quand on multiplie, on a des personnes différentes, on se ressemble pas, quoi. Voilà. Donc c'est un peu le hasard, mais voilà, on peut diriger quand même ce hasard quand même, avec un minimum. Est-ce qu'il y a du travail aussi au-delà du goût du consommateur et d'avoir des belles fleurs qui sont vendables, etc. Est-ce qu'il y a aussi un travail génétique pour rendre les plantes plus résistantes aux changements climatiques, bien sûr, ça en fait partie. aux parasites ? Ça en fait partie. Là, je vous ai parlé de la capacité à avoir des nouvelles variétés, de nouvelles couleurs, mais bien sûr, ils travaillent, ces personnes-là travaillent aussi dans la recherche de la rusticité des plantes. Alors rusticité, c'est plutôt maladie. Quand le puceron, vous en aurez partout, hein, sur toutes les plantes. Là, on ne pourra pas... on peut rien y faire. Et alors, c'est quoi la saisonnalité d'un horticulteur ? Est-ce qu'il y a des périodes plus fortes, vous avez plus de boulot que d'autres ? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre année ? On n'est pas monoculture, donc on est polyculture. Donc on va avoir... combien de variétés différentes vous produisez ? Rien que là autour de nous, c'est énorme. Au printemps, on doit tourner autour de 200 variétés différentes. Dans les espèces, il peut y avoir différentes variétés. On peut avoir par exemple un impatient de Guinée qui va être rouge, qui peut être orange, qui peut être violet. Bon, voilà, mais ça reste quand même la même espèce. Oui. On doit tourner facilement à une cinquantaine de nouvelles variétés. Ah ouais. Donc juste pour le printemps. Vous êtes toujours en réflexion, en création, en proposer Vous avez un catalogue de semences ? Enfin, de jeunes plants que vous pouvez choisir ? Alors généralement ça tourne en 2 saisons, une saison qui va faire printemps-été et l'autre automne-hiver. C'est vraiment une séparation dans nos types de cultures. Au printemps, été, les plantes vont subir l'été, donc il va falloir qu'elles soient résistantes à la chaleur, aux longueurs de jour, à la sécheresse, on va dire. Voilà. Tandis que les plantes d'hiver, c'est très court, les plantes d'hiver, ça va tourner entre de la renoncule, de la primevère,
fleurs, de la pensée, voilà, quelques vivaces qui fleurissent. Bon, c'est quand même, je pense que vous, en vous promenant dans les rues, en regardant les journaux, vous voyez qu'il n'y a pas tellement de fleurs. Et c'est ça aussi mon métier, c'est de vendre aussi des plantes fleuries. Par opposition à mes collègues pépiniéristes qui, eux, vont faire aussi des plantes qui vont fleurir, mais qui sont plus destinées, eux, au jardin. Ça va être des buissons, ça va être du camélia. Voilà, c'est des plantes qui sont plus destinées vraiment au jardin et à perdurer dans le temps. Moi, ça va être plus pour le printemps, été, d'avoir des plantes qui vont vous donner des fleurs en quantité pour vous donner de la couleur. Mais il faut savoir qu'avec la fin de l'été, ces plantes-là vont disparaître. Vous colorez nos vies. Ah oui, oui, tout à fait. C'est la vôtre, mais la mienne avant. Et alors du coup, c'est au printemps que vous avez le plus de boulot, printemps-été ? Alors printemps-été, c'est une grosse partie. Alors c'est pas la plus dure pour moi. Ça sera plutôt le moment, on en parlait tout à l'heure de chrysanthème, ça sera la Toussaint où ça sera vraiment le plus dur. Le plus dur où la fête, le 1er novembre, c'est une date fatidique. Voilà, c'est un terme. Donc il faut avoir, au niveau stress, il faut que les plantes soient bonnes, alors en floraison. Il ne faut pas qu'elle soit trop fleurie. Encore que la chrysanthème, il faut savoir que techniquement, c'est l'une des fleurs qui fleurit le plus longtemps dans les catégories des plantes. Elle a un temps de durée de floraison très long, quasiment plus d'un mois. Voilà. Mais par contre, en poids et en temps, il faut faire tout ça en 15 jours, quoi, au niveau récolte et commercialisation. Donc il y a 6 mois de culture et sur 15 jours, il faut avoir vendu l'ensemble de notre culture. Alors pour nous, c'est pas grand-chose, mais on doit tourner autour d'une centaine de tonnes. Ouais, quand même. Voilà, tout ce que vous avez vu dans le champ tout à l'heure, encore que c'est pas encore terminé, mais bon, une fois que ça sera terminé, avec le volume de la plante, on doit tourner pas loin d'une centaine de tonnes. Alors que le printemps, lui, va commencer, on va dire pour nous, dans des cultures au cours du mois de mars, gentiment, puis les beaux jours arrivent, donc les plantes se développent tranquillement, ça accélère avec la longueur des jours, la chaleur. On a une vente qui va s'étager jusqu'à fin juin. Voilà. Donc c'est quand même plus long. Donc même si on a un stress, c'est quand même... pour moi, c'est plus simple. Du coup, novembre, décembre, janvier, février... Vous partez dans les tropiques. Vous avez du boulot. Non. L'un des mois des temps, oui, en effet, où on pourrait être le plus cool, c'est en effet pour ma part, hein, attention, hein, pour ma part, c'est vrai que je vais avoir un peu plus de temps sur le mois de novembre. Mais c'est sans compter sur notre culture historique, le rosier. Et on commence à mettre en pot les rosiers pour qu'ils soient bons à la vente, fleuris, jolis, début avril. Pas pour la Saint-Valentin alors ? Non. Parce que c'est des fleurs coupées pour la Saint-Valentin. Exactement. Fleurs coupées, oui, la rose rouge. Vous pouvez plus l'avoir en peinture. C'est pas la même. C'est pas la même. Alors ça reste une rose, mais bon, la rose que vous allez avoir chez votre fleuriste, il faut savoir que c'est pas issu des mêmes variétés de roses que l'on produit. Nous, ça va être des roses de jardin. Avec le plaisir qu'a le client et de voir se développer sa rose, d'en prendre soin, voilà, c'est de la voir éclore, d'aller mettre le nez dedans. La rose comme ça, elle va durer 5-6 jours. Bon, et puis il faut savoir qu'une rose faite pour la Saint-Valentin, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas produite en France. Oui, parce que c'est pas la saison, non, à la Saint-Valentin. Oui, mais c'est pas la saison, mais techniquement, on peut s'affranchir du problème. C'est-à-dire qu'on va rajouter de la lumière pour augmenter les jours d'une façon artificielle, hein, bien sûr. Mais bon, ça existe pour les tomates, ça existe pour d'autres plantes. Hein. On va augmenter les jours. On en voit un peu moins. Hein. Mais bon, quand vous aviez des tomates au mois de décembre, il fallait quand même se poser la question. Hein, pourquoi on avait des tomates au mois de décembre ? C'était pas le moment. Mais quand vous commencez à avoir des tomates fin mars, début avril, elles ont commencé leur vie et leur développement sous serre.
Donc la serre sert justement à pouvoir contrecarrer ces problèmes-là de météo, d'avoir de la lumière en rajoutant de la lumière de la photosynthétique pour qu'elle puisse développer les plantes, de l'engrais, de la chaleur. Voilà. J'ai découvert en travaillant le sujet que énormément de fleurs étaient importées en France. Au final, Oui, bien sûr. Éthiopie, Kenya, Colombie, c'est ce que je surtout voyais. la fleur, là, on parle surtout de fleurs coupées. Ouais. En plante en pot comme moi, je ne vais pas être tellement concurrencé par ces produits, ce type de ces lieux de production, parce que quand on vend et quand on produit une plante, il y a quand même le volume du pot. Et les productions dont vous venez de parler, Éthiopie, Kenya, Colombie, Équateur, ce sont des endroits qui ne sont pas à la porte à côté. Donc ça prend... Généralement, c'est transporté en avion. Il y a des techniques de transport qui leur sont appliquées pour rentabiliser le volume et le coût du transport. Et malgré ça, ce sont des plantes et des fleurs qui arrivent ici moins chères que ce qu'on produit. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'en pot, trimballer le pot, la terre, pour tout ça pour la plante, là, ça devient moins... Pour l'instant, on est encore un peu... je pense qu'on sera protégé parce qu'il n'y a pas non plus... et là, on parle d'une façon économique, il n'y a pas non plus autant que ça de valeur ajoutée. Ouais. Donc dès qu'on va rajouter du transport, la valeur ajoutée va disparaître. Donc on va dire, encore un peu protégé. En termes de méthode de production, à quel défi vous faites face dans la culture des plantes ? Est-ce que le réchauffement climatique vous impacte ? Est-ce que vous avez des ravageurs ? Comment on élève une plante ? Est-ce que vous devez utiliser des phytos des fois, des engrais ? Oui, alors, dans nos cultures, dans l'agriculture, vous savez, il y a différents niveaux de type de culture et d'utilisation de produits phytosanitaires. Moi, je suis plutôt en culture. On a une philosophie de culture en culture raisonnée. On va accepter d'être attaqué par des maladies ou par des ravageurs avant de traiter. On n'est pas en culture tout phyto. D'autant plus que maintenant ça ne sert plus à grand chose parce que pas mal de produits phytosanitaires qui étaient autorisés il y a 20 ans dans nos cultures ne le sont plus. Donc on n'a plus que maintenant quasiment que des produits de contact, c'est-à-dire que pour être actif, le produit doit toucher la cible. Donc s'il n'y a pas de cible, c'est pas efficace. Ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que vous traitez à partir du moment où les plantes sont une maladie On a un niveau d'acceptabilité, voilà, à partir duquel on dit il faut traiter. Le changement climatique, c'est quelque chose qui vous impacte ? Vous êtes sous serre, vous êtes plus protégé. C'est l'avantage de ce modèle-là. La serre est là pour justement lutter contre ces problèmes-là. Malgré tout, quand on vient à avoir une tempête ou un orage de grêle, oui, on est impacté. On est impacté sur la destruction du matériel. On ne le retrouve pas foncièrement, physiquement sur les plantes, mais on va le retrouver sur le matériel. Ouais. Voilà, en 4 ans, on a été grêlé 2 fois, mais à 80%, 90%. C'est-à-dire que vous avez dû changer 90% des Il y a une serre qui est derrière vous. Elle n'a pas été remise en culture. Elle a été grêlée, terminée. Voilà, c'était peut-être une erreur de notre part. Elle a été assurée pendant 40 ans. À un moment donné, on a dit stop. On n'assure plus. Parce que trop cher. Et 6 mois après, elle était grêlée. Pas de chance. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, donc mais détruite. C'est pas 2 ou 3 verres par-ci ou par-là. Non, il y avait 80% des vitres par terre. Voilà. Et qu'on se rende compte combien ça coûte une serre ? Très cher. Il y a 2 types de serres. Il y a les serres plastiques sous lesquelles on est, et des serres en verre, c'est ça ? Oui. Voilà. Il faut voir qu'une serre en verre, il faut à peu près estimer, alors suivant le type d'équipement, mais je crois qu'il y a 4-5 ans, j'avais fait faire une estimation, on doit tourner autour de 1000 € le mètre. 1 000 € le mètre. On n'est pas loin du million de francs pour... Donc c'est pas... En euros, pardon. Millions d'euros. Je ne vais pas faire la traduction. Ça date du CP quand je en ai passé pour moi. 6 500 000 francs. Non, c'est... 1 million d'euros la serre. Ouais. Voilà, c'est facilement. Bon, sur de la
J'ai plus les prix sur de la double paroi en plastique. Les structures sont plus légères, donc il y a besoin de moins de matériel. Oui, là, les prix que vous avez donnés, c'est le verre. Oui, le verre. Le verre, donc après, on peut avoir des tablettes roulantes, des automates d'irrigation, des automates de ventilation, de chauffage. Donc voilà, quand vous augmentez les instruments de culture, le matériel de culture, ça augmente la note. Et je vais arriver à la minute économie du podcast. Alors, comment vous commercialisez toutes ces plaintes ? Alors, on est principalement tourné vers une clientèle professionnelle. Clientèle professionnelle qui s'oriente entre du fleuriste, de la jardinerie, des collègues horticulteurs, voire parfois de la grande surface. Mais on a plutôt un rayon d'action local. Voilà, on est sur Bordeaux. Vous ne trouverez pas notre marchandise à Paris. Vous avez une demande suffisante autour de Bordeaux pour pouvoir prendre la totalité de la production. Oui, voilà. Et à côté de ça, ça fait une quinzaine d'années où on a développé point de vente ici et on fait aussi quelques foires spécialisées de plantes sur la région. Okay. Donc, mais qui est tourné à ce moment-là vers le public. Donc, le public qui est quand même assez demandeur de notre savoir, de nos conseils. On est les premiers à les faire pousser, à les développer, à les regarder tous les matins, à leur parler. Donc, on sait de quoi on parle. Et ça gagne bien sa vie, un horticulteur ? Non. Non, il faut être passionné. Il y a 20 ans, on devait être une bonne vingtaine sur la région. Là, on doit être 4-5. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? C'est les marges qui ont diminué, le contexte économique, oui. L'agronomie qui a été plus difficile ? Quelle évolution vous avez vue, vous, en 30 ans depuis que vous vous êtes installé ? Je vous parlais franchement. Vous arrivez chez vous, vous mettez à table, vous avez des produits de l'agriculture sur votre table. Mais une fleur, est-ce que vous en avez ? Actuellement, non. Mais par contre, j'en ai offert hier à une amie. Donc, elle est sur la table de mon amie. Ce que je veux dire par là, ça ne fait pas partie des biens les plus cruciaux au niveau des familles. Le besoin essentiel, ça va être de se nourrir, de se chauffer, de se protéger, d'avoir une fleur. Voilà. Donc, on fait partie des biens de luxe. Et donc, quand on a un problème économique quelque part, le luxe, c'est la première chose dont on peut se dispenser. Est-ce qu'aussi on peut dire qu'on perd un peu le goût de faire son jardin, de mettre les mains dans la terre mais là mais ça c'est la génération Z, ça. C'est bon, c'est pas la mienne. Z, les milléniums. Non, eux ils ont plutôt les doigts sur les manettes. Voilà, donc ou qui écoutent les podcasts aussi. J'espère que, c'est-à-dire les nouvelles générations vont ça, je le crois. Je crois que quand même il y a une partie de la population, de la jeune population qui va quand même s'intéresser à ces produits-là, à ces fleurs. Tous les produits, que ça soit en économie, les produits ont un temps de un développement. À un moment, ils arrivent à une apogée, et puis après, ça décroît au niveau de leur attractivité. Bon, les plantes, elles en font partie aussi. Alors, c'est peut-être un peu plus long. On s'en lasse moins facilement, mais je vois, il y a des produits que je faisais quand on s'est installé avec ma sœur, quand on faisait par milliers, on n'en fait plus. C'est des plantes has-been. Donc il y a de nouvelles plantes, et comme je vous dis, on essaye maintenant de partir sur la nouvelle génération dans la famille, essaye de développer les plantes vivaces. Plantes vivaces qui demandent quand même de l'entretien, je précise. C'est pas on pose ça sur un coin de la fenêtre, c'est vivace ça. Ça va se débrouiller. Ouais, ça va se débrouiller. L'eau, ça va lui tomber tout seul. Non, il faut quand même si c'est vivace, ce sont des plantes, donc il faut s'en occuper. Très bien. Et ça fait du coup 30 ans que vous êtes installé. Ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Iris qui vous demande, en 30 ans, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Est-ce que votre métier vous plaît toujours, et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Je ne m'ennuie pas. Il y a toujours des imprévus.
Alors, imprévu au niveau de la culture, au niveau du matériel. Pourquoi la pile de pots dans le distributeur de la machine à rempoter se tord? On ne sait pas pourquoi. Donc il faut regarder, comprendre, analyser le problème pour pouvoir le résoudre. On est toujours en train de réfléchir, de comprendre, d'essayer de comprendre le problème. Je passe mon temps à résoudre les problèmes. Voilà. C'est agriculteur, c'est gestionnaire de galère. Voilà, oui, voilà. Donc on a un côté au niveau de la culture, puis après au niveau économique, au niveau vente, c'est agréable d'avoir les relations aussi avec nos clients. Nos clients, alors j'ai un petit faible pour nos clients détail, parce que particulier, ouais, voilà, parce qu'ils ont toujours des questions, on les forme. Puis voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime bien, c'est aussi de donner un peu de ma passion et voilà, de faire partager ça et de leur donner le petit truc pour qu'ils aient une bonne réussite avec leurs plantes. Et justement, en parlant de transmettre, comment vous voyez l'avenir de votre exploitation ? Alors, écoutez, j'ai pas poussé mes enfants là-dedans. Vous avez poussé votre femme, par contre, parce qu'on l'a pas dit, mais elle est salariée tout à fait. depuis un petit moment. Et heureusement qu'elle est là. Heureusement, je le dis, parce que c'est vraiment une personne qui s'occupe. Elle est multitâche. Tout ce qui est administratif, gestion, tout ça, c'est même relation client. Oh non, c'est primordial. Et depuis 2 ans, on a 2 employés de nouveau, qui n'est d'autre que mon fils et ma fille. Les deux se... Voilà, donc, mais pourtant je ne les ai pas poussés là-dedans. Mais voilà, c'est le malheur de la famille. Ça fera la 6e génération. C'est beau. Voilà. C'est beau. Heureusement qu'ils ont la passion, parce que comme je vous dis, c'est pas un cadeau. Ouais, ça vous inquiète qu'ils s'installent des fois ? Vous auriez préféré Oui, qu'ils fassent bien sûr, autre chose ? mais ça c'est toujours nos parents. Et puis on a dans l'agriculture, je crois qu'on est tous pareils. C'est tellement difficile, on est tellement tributaire de tout ce qui se passe à côté. Que ça soit de la météo, problème de guerre au niveau mondial. Et nous, moi encore plus, dans mon activité d'éleveur de fleurs, comme le maraîchage, c'est pareil, on est dans des produits frais. Donc on n'a pas des temps allongés de stockage de plantes quand elle est bonne à vendre. C'est le moment. C'est pas dans 3 semaines ou 6 mois. Elle est bonne là, il faut que je la vende là. Donc ça c'est un grand challenge. D'être toujours bon et puis que ça soit joli, quoi. Est-ce qu'il faut être un peu poète pour être horticulteur ? Non. Non, il faut aimer ce qu'on fait. Et par contre, il faut avoir vraiment les pieds sur terre. On n'a pas tellement de marge financière. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Mmh. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous faites une belle équipe avec votre femme et que vous vous marrez bien. Je vous ai vu 10 minutes ensemble, mais c'est l'impression que ça m'a donné. C'est un privilège de pouvoir travailler aussi en famille. C'est pas évident, C'est pas évident parce que à certaines personnes, entre guillemets, on peut dire non, c'est comme ça. Mais non, avec les enfants, quand vous leur parlez comme ça, pardon, papa, non, c'est pas possible. Voilà, donc voilà. Ouais, il y a des petits ajustements à trouver. Voilà, parfois ouais, non, mais j'ai envie de faire comme ça. Ouais, mais bon, j'ai un peu d'expérience. Il faudrait peut-être. Non, on change. Il faut faire comme ça. Bon. Ouais, mais ça c'est un vrai sujet au sein des exploitations, à la fois laisser la place à la nouvelle génération pour qu'elle ait ses idées, mais à la fois que eux s'inspirent de l'expérience de ceux qui sont en place depuis des années pour faire les bons choix aussi, quoi. Oui, alors je veux dire, ça nous met quand même une sacrée claque. Enfin, pour moi personnellement, d'avoir les enfants, là je m'aperçois tout d'un coup, pour moi la retraite était très loin. Et là, avec eux qui arrivent, oulala. Ça arrive. Mais bon, quand je dis on commence à 10 ans à pousser les chariots, on va pas s'arrêter à 64, excuse-moi. Non, je ne crois pas que chez les agriculteurs ça soit le plan. Surtout quand on a les enfants après qui reprennent, voilà, on sera toujours là. Oui, vous ferez comme tous les agriculteurs retraités que je connais, vous viendrez filer un coup de main quand vous avez envie, sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous plaît, et vous garderez le meilleur. Et ça sera bien mérité. Et le moins de soucis, voilà, fait, de pression. C'est ce que je leur dis, c'est surtout la pression qui est difficile, surtout dans notre filière, quoi. C'est pas facile de ce côté-là.
Très bien, j'en arrive à mes questions de fin. Allons-y. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous de vous être investi comme ça pendant 30 ans et les années à venir dans l'horticulture? Tout, je suis fier de tout. Tout de la production qu'on fait, du choix d'être agriculteur, tout simplement, parce que c'est pas parce que je fais des fleurs, mais je suis agriculteur, et ça, j'en suis fier. Ça, c'est le monde agricole, on fait partie du monde agricole. J'adore serrer la main à mes collègues éleveurs, viticulteurs, parler de vignes, parce que je suis agriculteur. Ça, j'en suis fier. Après, bien sûr, quand je dis faire des fleurs, de faire plaisir à mes clients, ça c'est... Et encore plus fier quand j'ai mes enfants qui disent papa, il va falloir que tu nous fasses un peu de place. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous pour qu'on étale notre science auprès de nos amis la prochaine fois qu'on nous offre un bouquet de fleurs? C'est assez simple. Alors, bouquet de fleurs, rose. Généralement, il doit y avoir une rose dedans. C'est pas la peine de s'excuser qu'elles n'aient pas d'odeur. C'est normal. C'est normal parce que la molécule odorante qui arrive au nez de celui qui a senti et qui espère avoir l'odeur, elle s'est évaporée de la base de la pétale. Et comme elle est arrivée donc dans votre nez, elle n'est plus dans la pétale, bien sûr. Ce qui va créer dans la pétale un flétrissement. Et donc, la rose va se flétrir bien plus rapidement. Donc, quand vous avez une rose dans votre bouquet qui ne sent pas, c'est un gage de qualité et de durée dans le temps. Oui, parce que c'est des variétés. Les variétés qui durent dans le temps ont moins d'odeur. Voilà. C'est ça? Tout ce qui sent, elles vont durer moins longtemps dans votre vase, en floraison. Ok. Donc, si on sent une fleur qui a de l'odeur, on va se dire qu'il va falloir bien en profiter, elle ne va pas durer longtemps. Une fleur qui a moins d'odeur, on peut se dire qu'on a un peu plus de temps. Voilà, c'est ce qu'on demande. Le client va vouloir une durée en vase plus longue. Non, il ne faut pas leur dire, les pauvres fleuristes, non, c'est normal. C'est normal que le rose ne sente pas. C'est un gage de qualité. Et dernière question, c'est où c'est qu'on peut vous contacter ou commander vos plantes? Vous venez déjà sur l'entreprise, parce que établissement privé à Bruges. À Bruges, rue du Pont-Neuf, sortie 4A, pour ceux qui habitent loin. Alors il faut éviter les heures de pointe. Les heures de pointe, parce qu'on peut être chez nous en 10 minutes comme en 2 heures. Par contre, comme on est producteur, il faut bien comprendre qu'à certains moments, on n'a pas la marchandise. Ouais. On fait partie d'un groupement, les HPF, Horticulteurs et Pépinières de France, qui prône la vente au détail. Voilà, c'est un organisme qui s'étend sur toute la France. On est à peu près un peu plus de 270 agriculteurs, horticulteurs et pépiniéristes sur l'ensemble de la France. On a même une chaîne YouTube aussi. Magnifique. Vous pouvez aller nous voir. J'y suis pas parce que je suis pas photogénique. Vous serez sur le podcast La Clé des Champs. Voilà, c'est déjà ça. D'ailleurs, c'est le primordial. C'est la raison pour laquelle on l'a fait. Mais vous pouvez retrouver mes collègues si vous avez un problème ou une question. C'est innombrable les conseils que vous pouvez aller voir. Et votre vous allez voir en plus de vrais agriculteurs. Très bien. Et votre site, en tout cas pour le trouver, j'ai tapé Christophe Privat horticulteur et je suis tombée dessus. Alors ça, c'est les enfants. Et oui, le compte Instagram. Il y a quelque chose comme ça, mais là, Privat horticulture, je crois. Je reste derrière ma clé à molette et au volant de mon tracteur. On vous taguera sur notre compte Instagram, donc nos auditeurs pourront accéder à votre compte. Bon, mille merci Christophe, c'était passionnant de découvrir l'élevage des plantes et votre métier d'éleveur. D'éleveur de plantes. À très bientôt, merci encore. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.